Ok, donc pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas le principe de la diligence, le principe c'est qu'on va passer une heure avec Raphaël aujourd'hui, donc qui est sound designer et compositeur. On va passer une heure avec lui, sachant que la première est... Tiens, Christophe est là aussi, Raphaël. La Parfait. première demi-heure est consacrée à Raphaël, hein, c'est-à-dire qu'il va nous expliquer son métier comme il le souhaite avec la présentation qu'il a choisi de faire aujourd'hui. Et ensuite, on va pouvoir lui poser des questions. Donc, si vous voulez commencer à lui poser dès maintenant, n'hésitez pas. Moi, je les note et je lui poserai en deuxième partie, donc en gros entre 19h et 19h30. Voilà, donc Raphaël, si c'est OK pour toi, on peut y Mmh. aller quand tu veux. Ok, bah, c'est tout bon. Bah, bonjour messieurs, dames, et encore une fois, même si ça a dû beaucoup l'entendre, merci Sarah d'avoir organisé ces masterclass. C'est quand même un projet super cool pour sortir un peu de bonnes choses de cette drôle de période. Donc, un grand merci à toi. Et donc, du coup, je m'appelle Raphaël Joffre, je suis sound designer et music designer à Ubisoft Montpellier depuis 4 ans maintenant. Donc, pour parler vite fait de mon parcours, du coup, j'ai fait une école de design sonore à Montpellier qui s'appelle ACFE Multimédia, puis une année de spécialisation en son pour le jeu vidéo. Et du coup, j'ai fait après un stage d'études à Ubisoft Montpellier, c'était sur Ghost Recon à l'époque. Et depuis, je suis resté coincé là-bas. Entre-temps, j'ai eu l'occasion de bosser sur pas mal de projets, parce que déjà, je suis arrivé sur Ghost Recon, c'était des DLC, donc c'est-à-dire des productions assez courtes mais assez intenses. Donc, j'ai eu l'occasion déjà de faire 2 DLC pour Ghost Recon, puis après de bosser sur The Crew 2 pour faire des sons de moteur. Du coup, pendant 2 ans, j'ai eu l'occasion de sonoriser un bon nombre de véhicules. Et maintenant, du coup, je suis designer musical sur VGE2, donc mon métier a un petit peu beaucoup évolué même, dans le sens que maintenant, je travaille quasiment plus sur des bruitages, mais principalement et presque exclusivement sur de la musique. Et notamment, du coup, principalement d'ailleurs aussi avec Christophe Herral, que vous avez déjà eu en masterclass la semaine dernière, il me semble. Voilà. Donc, du coup, ma présentation aujourd'hui, ça va être un peu de venir vous expliquer un peu dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est que le son dans le jeu vidéo. Comment est-ce qu'on aborde ça? Donc, ça va être une présentation assez théorique pour 2 raisons déjà. C'est que malheureusement, il n'y a pas grand-chose que je peux vous montrer directement d'Ubisoft parce qu'un bon paquet de trucs ne sont pas encore sortis ou sont forcément soumis au secret d'entreprise. Et aussi parce que j'ai eu l'habitude de donner des cours pendant quelques années, donc on va dire mon côté prof va pas mal ressortir pendant cette présentation. Mais néanmoins, à la fin, on pourra prendre un moment pour montrer des trucs de façon plus pratique, notamment selon vos questions. Donc n'hésitez pas en tout cas à demander des choses et à demander des petites démos si besoin. Alors du coup, je vais lancer un petit PowerPoint. Hop là. Ok, alors juste pour info, cette présentation est dérivée d'une présentation que j'avais faite à la base pour Polytechnique Paris. Donc elle est assez technique, mais j'ai tenté de la rendre quand même on va dire très abordable pour tout le monde. Mais voilà, si jamais il y a des gros mots scientifiques dedans que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Hop là, ok, tout est bien, c'est nickel. Du coup, le design sonore dans les jeux vidéo, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, une première question qui est importante, hop là, c'est d'essayer de définir un peu qu'est-ce que c'est que le son dans les jeux. Je ne vais pas vous refaire un cours très basique sur de dire que le son est une onde mécanique qui se transmet dans la matière, ça on s'en fout un petit peu. J'ai un peu plus envie de vous expliquer qu'est-ce que c'est le son pour le jeu vidéo. Parce que le design sonore dans le jeu vidéo vient avec tout un tas de contraintes, une façon de travailler qui est différente du son pour le cinéma, du son pour la télé, du son pour la radio. Et du coup, je vais tenter de vous expliquer un petit peu ça. Alors tout d'abord, il faut comprendre qu'en jeu, pour nous, le son est un vecteur. C'est un vecteur d'information avant tout. C'est ce qu'on appelle souvent, nous, les signes et les feedbacks, dans le sens qu'un son peut venir vous informer d'une chose. Par exemple, votre joueur a un niveau de vie critique, et du coup, on va, avec le son, essayer de faire comprendre ça en ajoutant des battements de cœur, en filtrant la musique, en ajoutant un petit bruit très aigu. Et souvent, du coup, on va avoir recours à beaucoup de clichés sonores en fait, qui sont utilisés dans les films, qui sont utilisés dans pas mal de jeux, pour que le joueur soit informé de quelque chose. Et en deuxièmement, on utilise beaucoup de feedback. Là, c'est le joueur fait une action et on veut montrer au joueur que son action a bien été prise en compte. Donc, par exemple, le joueur appuie sur sa gâchette, son arme tire, et on va jouer un son d'arme. Ça, c'est ce qu'on appelle un feedback. Du coup, c'est le jeu qui vient répondre au joueur sur ce qu'il a fait.
Et le son, bien entendu, est aussi un grand vecteur d'émotion. La musique joue beaucoup ce rôle-là. Et le design sonore aussi, en grande partie, de façon plus discrète et, on va dire, plus inconsciente. Et dans un jeu, du coup, on va beaucoup utiliser le son aussi pour manipuler les émotions des joueurs et leur faire vivre un peu ce qu'on a envie. Le son aussi est très important car il dépend du temps. C'est une contrainte qui est très forte pour nous. Parce qu'en fait, pour exprimer quelque chose dans le son, on a besoin de temps, tout simplement, pour que le son puisse se développer. Si vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas de son. Si je vous montre ça, par exemple, vous allez directement me dire que c'est un chat. Il vous faudra à peu près, je pense, 1 seconde de temps de réaction. Mais ce chat, il n'est pas en mouvement. Cette image est complètement figée. Vous savez que c'est un chat. Si je vous montre ça, vous savez que c'est un chat. Pourtant, c'est un chat qui est complètement différent. Mais rien qu'avec une image, en une fraction de seconde, vous êtes capable de me dire que c'est un chat, que c'est un autre chat, mais que ça reste toujours un chat. Par contre, si je vous fais écouter ça, là, soit vous avez rien entendu à cause du live, soit vous avez entendu juste un petit bip. Ben, il se trouve que c'est un chat aussi. Sauf que c'est un tout petit fragment du son d'un chat. Si je vous fais écouter ça, alors ça y ressemble beaucoup, du coup vous direz peut-être bah, c'est un chat aussi. Sauf qu'en fait non, c'est la 9e Pas les symphonie de sons, Beethoven. Raphaël. De quoi? Vous n'avez On pas du n'entend tout pas les les sons? sons. Ouais. Ok, ça va, ils sont très très courts. Et du coup, si je vous fais écouter ça, est-ce que vous avez entendu le miaulement? Là, ouais, on l'a entendu. Ok. Si vous entendez ça, là vous êtes capable de me dire que c'est un chat, parce que vous avez eu à peu près 1 à 2 secondes de son qui a eu le temps de se développer dans le temps pour comprendre ce que c'est. Et si je vous fais écouter ça, vous êtes capable de me dire que c'est la 9e de Beethoven. Et vous remarquez que si jamais je vous avais joué à peu près un tout petit fragment de la 9e, bah, vous n'auriez pas été capable de me dire ce que c'était. Il vous faut bien souvent la 2e, la 3e note pour réussir à comprendre quelle musique c'est. Et du coup, le son et la musique sont des choses qui se développent dans le temps, qui ont besoin de temps pour transmettre leur sens. Alors aussi, le son est quelque chose qui se déplace dans l'espace. Ok, c'est pas parce que vous ne pouvez pas voir une source sonore que vous ne pouvez pas l'entendre. Je pense que vous en avez fait beaucoup l'expérience et peut-être encore plus en ce moment d'entendre vos voisins alors qu'ils sont de l'autre côté du mur. Vous n'avez peut-être jamais vu vos voisins. Par contre, vous savez à peu près tout de leurs disputes, de leur vie de couple, de leur vie sexuelle parce que vous entendez tous les sons qu'ils produisent si vous avez la malchance, comme moi, d'avoir des murs assez fins. Et du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et on peut vachement utiliser le son pour transmettre un peu des informations sur ce qui se passe hors de l'écran. Et ça, c'est valable à la fois dans le cinéma, mais aussi dans les jeux vidéo. Par exemple, si vous avez un joueur, un ennemi ou quoi que ce soit de dangereux qui arrive derrière vous, vous ne le voyez pas, mais le son peut vous indiquer que cet élément arrive. Et il y a des jeux qui ont essayé de vachement pousser ça, et des jeux qui utilisent énormément, par exemple les FPS, les sons pour indiquer aux joueurs où sont les autres joueurs et donner un gros avantage compétitif là-dessus. Et aussi, une des principales différences entre le son pour les médias dits linéaires comme la radio, le cinéma et le jeu vidéo, c'est que le son est interactif. En effet, en son, nous, on va parler de le son, la notion de design sonore prend un sens encore plus large parce qu'on ne va pas seulement designer le son lui-même, on va designer des systèmes sonores qui vont nous permettre de créer tous ces sons en temps réel. Et un truc qui est très important, une contrainte forte qu'on a en jeu, c'est que en face de nous, les gens qui vont écouter nos sons, ce ne sont pas des spectateurs, ce sont des joueurs et des joueuses. Et là où un film, à partir du moment où la vidéo est finie, elle ne bougera plus. Donc, du coup, on peut placer nos sons dessus à un moment précis, à un timing particulier. Dans un jeu vidéo, en fait, il y a au moins 1 ou 2 choix qui sont laissés aux joueurs. Ça peut être des choses extrêmement simples comme manipuler la caméra, et ça peut être des choses très complexes comme faire absolument ce que tu veux dans un open world. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une part qui est imprévisible. Et du coup, on ne peut pas prévoir les actions du joueur à l'avance. Ce qui fait qu'on doit designer des systèmes qui vont, en temps réel, créer les bons sons au bon moment. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait des sons dans le jeu vidéo? Du coup, on va dire, tout un petit ensemble de techniques, on va dire, d'outils qu'on va utiliser pour créer des sons interactifs. Déjà, un truc qui est important de comprendre, c'est que dans un jeu, comparé au cinéma, on ne va pas avoir une seule piste sonore, on a des sons qui sont basés sur des objets. L'idée, c'est que dans votre jeu, vous avez différentes sources sonores et vous avez ce qu'on appelle un listener ou un micro, en gros,
qui va être placé dans cette scène virtuelle et qui va écouter les sons qui y sont. Tous ces sons, ils vont avoir une position, ils vont avoir une orientation. Et toutes ces informations-là vont être renvoyées à ce qu'on appelle le moteur audio. Le but du moteur audio, c'est de venir lire les sons, de venir les mixer entre eux, de venir produire le son final que vous entendez à la fin. Ce moteur audio, il va venir appliquer des opérations sur ces sons pour donner une sensation de spatialisation. Donc, par exemple, à partir de leur position, il va calculer la distance et il va du coup réduire le volume, par exemple, du son en fonction de sa distance. Il va les placer plus à gauche, plus à droite, pour qu'on arrive à placer ces sons dans l'espace. Et enfin, du coup, tout ça, ça va nous donner un seul et même signal qui va être envoyé à vos haut-parleurs, à votre casque, et qui va donner un peu la piste sonore du jeu, qui, concrètement, contrairement à un film, est généré en temps réel. Alors, un truc qui est important, c'est de réussir à ce que ces objets sonores que vous avez dans le jeu soient convaincants. Et du coup, pour ça, on a pas mal d'outils à notre disposition pour essayer de créer ces sources-là. Alors, un premier outil, c'est le looping, c'est la boucle. Ça, vous avez énormément ça dans les jeux. C'était un peu la base, on va dire, du sound design dans les jeux. C'était d'avoir d'un côté des sons qui vont jouer une seule fois. Donc, par exemple, mon joueur tire, je vais lancer un son d'arme. Par contre, le joueur est dans un environnement où il y a du vent. Là, je vais jouer une boucle de vent. L'idée d'une boucle, c'est que ça nous permet de créer un son qui est continu sans que le joueur s'en rende compte, si la boucle est bien faite. Et du coup, par exemple, vous allez avoir 30 secondes de son qui va être joué en boucle et qui va se répéter sans cesse. Sauf que la boucle est faite de telle façon à ce qu'on n'entende jamais le moment où elle recommence. Et ainsi, ça nous permet d'avoir une ambiance de fond comme ça qui va peupler l'univers sonore sans qu'on ait besoin d'avoir un enregistrement d'une heure de vent, par exemple, si jamais le joueur fait une session de jeu d'une heure. Un deuxième outil très important, c'est la randomisation. En jeu, si jamais vous avez peut-être fait l'expérience de jouer à des vieux jeux ou à des jeux avec des sons très très simples, par exemple, si sur vos bruits de pas, votre personnage marche et vous mettez exactement le même son de pas chaque fois qu'il pose un pied à terre, en fait, le son va être juste extrêmement ennuyant et extrêmement énervant. Si vous faites un minimum attention à la façon dont vous marchez, vous remarquerez que vous ne faites jamais exactement le même son quand vous posez un pied à terre. Et c'est du coup ce qu'on essaye de reproduire un peu dans un jeu. Et globalement, si les sons sont bien randomisés, donc souvent on va déjà changer un peu de son, on va avoir par exemple 5-6 sons de pas différents pour une même texture au sol, et on va venir donner un petit peu d'aléatoire sur le volume du son ou sur son pitch, c'est-à-dire sa vitesse de lecture pour que le son soit un tout petit peu plus grave, un tout petit peu plus aigu. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir un son un petit peu différent chaque fois que le personnage va poser un pied à terre. Et si cette randomisation n'est pas trop importante, le joueur ou la joueuse ne se rendra jamais compte en fait, que derrière, on a quelques sons différents qui jouent. Ça va être naturel pour lui ou pour elle. Il ne va juste pas s'en rendre compte en fait. Un autre truc qu'on utilise énormément en sound design pour les jeux vidéo, c'est les conditions. Okay, ça va nous permettre en fait de savoir comment jouer le bon son au bon moment. Si on reprend l'exemple de bruit de pas, par exemple, mon personnage pose le pied au sol, du coup, on va regarder quelle texture il y a au sol, et du coup, on va jouer un des sons aléatoires pour cette texture. Par exemple, si jamais notre joueur marche sur de l'herbe, on va jouer un son de pas sur l'herbe parmi les 5 qu'on a à disposition. Par contre, si jamais le pas d'appris se retrouve sur du béton, du coup, on va jouer un son différent. Et il y a des fois, en fait, on peut prendre en compte vachement de conditions comme ça. Donc ça fait un peu comme un espèce d'arbre à différentes possibilités, comme je vous ai mis en schéma, qui après, derrière, va nous mener au bon son qui est pertinent pour la situation. Un autre truc qu'on peut faire, c'est de venir moduler nos sons en temps réel. Je parlais tout à l'heure que j'avais fait un petit peu de sonorisation sur des sons de véhicules. Il faut savoir que là, on n'a en fait quasiment que des boucles qui sont derrière. Parce qu'un moteur, c'est un truc qui joue tout le temps. Et du coup, derrière, on va venir essayer d'altérer un peu le son de ces boucles en temps réel. Par exemple, si jamais le véhicule accélère, du coup, on va augmenter la vitesse de lecture pour que le son devienne de plus en plus haut. Ou alors, s'il ralentit, au contraire, on va baisser la hauteur du son. On peut appliquer des effets en temps réel, on peut changer le volume des sons, les filtrer. On peut faire plein de choses sur nos sons directement en temps réel pour leur donner énormément d'interactivité. Et là, pour le coup, les véhicules sont un très bon exemple de ce qu'on d'interactivité poussée à l'infini.
Et c'est aussi ce qui va permettre aux joueurs et aux joueuses d'avoir un objet sonore entre leurs mains. Par exemple, un véhicule, c'est vrai que c'est un truc qui est hyper maniable. Et dans un jeu de course, les joueurs peuvent faire absolument ce qu'ils veulent avec leur voiture. Et du coup, nous, notre but, c'est de créer des systèmes qui vont moduler les sons en temps réel en fonction des informations qui vont venir du moteur physique. Donc, par exemple, la vitesse du véhicule, son accélération, l'adhérence des roues sur la route, l'humidité du sol, tout plein de paramètres comme ça. Et on va venir jouer tous ces sons-là en temps réel, les moduler, changer leur volume, changer de son en temps réel, pour qu'à la fin, on ait le véhicule qui produise un ensemble de sons qui soit réaliste et qui répondent de façon réaliste aussi aux actions du joueur, quelles qu'elles soient. Un autre outil très utile à notre disposition, c'est le mixage dynamique. Vous ne vous en rendez probablement pas compte, mais dans un film, ce qui fait que le son est toujours agréable, que vous entendez toujours bien les voix des personnages, alors que vous avez la grosse musique derrière, que vous entendez parfaitement l'explosion qui se passe à 1000 mètres, c'est que derrière, il y a eu énormément de travail de mixage qui a été fait. Et le mixage, c'est à la fois quelque chose qui est technique, parce qu'on a des contraintes bêtes, du genre, on veut que les gens puissent entendre les dialogues. Et c'est aussi quelque chose d'artistique. On peut vouloir qu'à certains moments, on n'ait que de la musique et pas des bruitages, ou au contraire qu'on ait des ambiances très fortes, pas du tout de musique, les respirations du personnage très fortes pour créer une mise en scène. Et du coup, tout comme dans un film, c'est quelque chose qui est fait en fonction du temps sur le montage du film. Là, en jeu vidéo, on est obligé de le faire de manière interactive, dynamique, en temps réel. Et du coup, on va manier un certain nombre de conditions. Par exemple, lorsqu'on a un dialogue, on va baisser automatiquement le volume de la musique. Lorsqu'on a une explosion, on va appliquer une petite baisse de volume sur la musique aussi pour laisser la place à l'explosion. Et il y a des fois, on va aussi venir créer de la mise en scène. Par exemple, nous, sur Beyond Good and Evil, le jeu sur lequel je travaille actuellement, on a un outil qui nous permet de lancer des espèces de scènes sonores. Et du coup, on peut se dire, OK, dans cette scène, on veut la musique très forte, très peu de bruitage. Et on peut appliquer comme ça ces scènes sonores-là de manière à créer de la mise en scène de façon interactive et du coup à toujours transmettre des choix. Alors avant d'attaquer cette partie, j'aimerais résumer un petit peu tout ce que je viens de dire. Je vais passer aussi dans un moteur audio pour vous montrer des choses. Mais pour résumer un peu, pour que vous compreniez bien la particularité du rôle du design sonore, c'est qu'en fait, tout ça, la randomisation, la modulation, le mixage, le choix de son, c'est quelque chose qu'on fait déjà en fait, sur du cinéma, sur du son en temps réel. Sauf qu'au cinéma, c'est un sound designer qui va le faire. C'est quelqu'un comme moi qui va venir choisir le bon morceau de musique au bon moment, pour la bonne image, qui va venir placer ce bon son à tel moment, qui va venir le mixer de telle façon. Et nous, la difficulté en jeu, c'est qu'on veut, entre guillemets, produire la même qualité de résultat, mais sur quelque chose qui est imprévisible. Et du coup, toutes ces décisions-là, de savoir quels sons est-ce qu'on veut mettre en avant, quels sons est-ce qu'on veut jouer, à quel volume, avec quelle mise en scène, quel traitement, tout ça, en fait, on doit réussir à créer des systèmes qui vont automatiser ces choix, de façon à ce que soit générée en temps réel la bonne piste son, qui soit cohérente, qui soit convaincante, qui transmette les bonnes émotions, qui transmette les bonnes informations aux joueurs, et le tout sans qu'il y ait un sound designer qui doivent être là à jouer les sons en temps réel derrière chaque joueur. Ok. Alors, je vous propose de passer un tout petit peu dans Wise. C'est le moteur audio que nous, on utilise beaucoup à Ubisoft et c'est un peu le standard du marché, même s'il y en a d'autres qui existent. Et je vais vous montrer un petit peu quelques-uns de ces principes-là que j'ai énoncés et de voir à quoi ça ressemble dans un moteur audio. Ok, on voit bien mon écran. Tout va bien, ouais. Alors, je vous parlais tout à l'heure de randomisation. Là, j'ai un petit exemple. Alors ça, pour le coup, c'est un TP que j'avais donné à des étudiants à moi il y a 2 ans. Et leur but, c'était de venir recréer un petit vaisseau spatial. Le but, c'était de venir créer un vaisseau spatial, d'avoir une petite mécanique de musique, d'avoir un son d'alarme. Et du coup, là, ils avaient fait un système assez simple qui nécessitait de créer une ambiance pour le vaisseau qui dépende de la vitesse. Si je vous fais écouter ce que ça donne, c'est un truc comme ça. Plus on accélère,
on va avoir le son qui va petit à petit évoluer. On va avoir des bruits de tremblements qui vont venir derrière. On va avoir un peu des petites choses qui vont être en bas de combat. On va avoir ces vibrations. Du coup, tout ça, en fait, ça vient d'un petit système qui va jouer pas mal de sons en temps réel, qui va venir les mixer et qui va appliquer du coup plusieurs des principes que je vous ai référencés juste avant pour créer cette ambiance de vaisseau-là. Alors tout d'abord, on a des sons qui sont joués de manière aléatoire. Vous voyez, on a pas mal de petits sons comme ça qui sont découpés, qui ressemblent à ça, et qui vont créer cette petite ambiance de cockpit façon Star Trek dans notre vaisseau. Et ça, du coup, en fait, dans ce moteur audio-là, on a ça s'appelle un conteneur. Et ce conteneur, on met des sons dedans. Et en gros, lui, il sait que quand il est appelé, il doit jouer des sons de façon aléatoire. Et ici, on peut lui dire que quand on le joue, tant qu'on ne le stoppe pas, il va jouer ses sons. Et entre chaque son, il va rajouter un délai aléatoire. C'est ce qu'on vient référencer ici. Et du coup, lui, en fait, une fois que je le lance, de manière aléatoire, il va venir me jouer un petit bip-bip. Et du coup, tous ces trucs, ça va déjà rajouter un peu de la vie. Après, on a d'autres parties. On a ça aussi qui va nous jouer des tremblements. Du coup, pareil, ils vont jouer avec une vitesse qui est aléatoire. Donc, régulièrement, on va lancer un son de tremblement. Et là, on a une petite condition qui est prise en compte. Vous voyez, on a deux intensités ici. On a les tremblements moyens, on a les tremblements forts. Et en gros, ici, on a tout ça qui est intégré dans un autre type de conteneur qui ressemble à ça. Et en fait, cette fenêtre, c'est là où on va venir dire, OK, en fonction de la vitesse, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il faut vous imaginer un peu, c'est comme si on avait une timeline dans un logiciel de montage audio, sauf que là, cette timeline, au lieu d'être liée au temps, elle est liée à la vitesse du vaisseau. Et du coup, on a nos différentes pistes avec les sons de cockpit, les sons de tremblement et une espèce d'ambiance de fond. Et du coup, en fonction de la vitesse du vaisseau, on va venir changer des trucs. Et du coup, par exemple, tiens, à partir d'une vitesse de 2/10, donc là on est dans un jeu de science-fiction, donc vous imaginez que c'est de 100 000 km/h à 1 million de km/h. Du coup, à partir de 200 000, on va commencer à jouer les tremblements moyens. Puis après, à partir de 500 000, on va commencer à jouer les tremblements forts. Hop là, et là, vous voyez, on a des petites courbes de volume qui vont permettre de faire monter ces sons. Ici, on a une courbe de filtre, donc ça veut dire les sons. Au début, on va couper les aigus, puis petit à petit, on va rendre les sons de plus en plus présents. Et pareil, notre fond d'ambiance, il va jouer de plus en plus fort. Et du coup, si on lance le tout, voilà. Plus on va monter, plus on va avoir. Donc là, en fait, ce qu'on fait, ça reprend un peu des principes de ce qu'on pourrait faire au cinéma. Sauf que là, du coup, au lieu de jouer ça sur une piste, sur une vidéo, par exemple, sur le décollage d'un vaisseau, et bien, on va juste caler tout ça sur le paramètre vitesse du vaisseau. Et on va essayer de changer tous ces trucs en temps réel. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ici, tiens, j'ai peut-être un petit V1. Je peux vous montrer aussi un petit système de véhicule. Alors là, vous voyez, c'est un petit vaisseau. Il a d'un côté un moteur et de l'autre côté un réacteur à l'arrière. Et ça, par exemple, les moteurs, on a différentes boucles ici. Vous voyez, c'est des boucles qui ressemblent à ça. Là, elles ont toutes une hauteur différente. En gros, l'idée, c'est que ces boucles, on va venir les mélanger en temps réel. On va venir changer leur hauteur en temps réel. Et hop. Vous voyez, plus on va accélérer, plus on va réduire. Ici, par exemple, le moteur, il dépend de deux paramètres. D'un côté, de la vitesse de rotation du moteur. Et de l'autre côté, est-ce que le moteur ralentit ou est-ce qu'il accélère? Du coup, si jamais on met ça dans une espèce de petite simulation de moteur,
ici, on peut directement dans un moteur audio recréer un espèce de véhicule en fait. Donc là, ce que vous entendez, du coup, vous avez cette différence de moteur dont je parlais. Et vous avez aussi votre son de réacteur. Là, pareil, on a 3 boucles. Ça ressemble à ça. On va venir mélanger ici pareil, dans une piste. Vous voyez, en fait, c'est tout simplement 3 boucles qui vont se mélanger dynamiquement en fonction de la vitesse du vaisseau. Et du coup, une fois qu'on mélange le tout, ça nous donne ça. Du coup. Voilà, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais en gros, un moteur audio, c'est quelque chose d'un peu austère. En fait, c'est beaucoup moins sexy qu'un séquenceur. Mais en gros, ici, on a plusieurs petites architectures dans lesquelles on va avoir tous nos sons et on va avoir plein de petits systèmes. Là, par exemple, mon système de réacteur, mon système de moteur, mon système d'ambiance pour le cockpit. Et du coup, tous ces systèmes, ils vont jouer ensemble pour nous former, du coup, là, dans mon cas, le son du vaisseau. Dans le cas d'un jeu, il faut vous dire qu'un gros jeu en open world, vous allez avoir plein en fait, de petites architectures comme ça. Vous allez avoir plein de différentes architectures pour les bruits de pas, pour les bruits d'armes, pour la musique, pour les ambiances, et tout ça dans un seul et même projet comme ça. Et du coup, tous ces sons vont être actualisés en temps réel, vont être lus en temps réel. Et je vois une question qui passe. Le nom du programme, c'est WISE. W-W-I-S-E. OK. Alors, je vais revenir à ma présentation. On va re-rentrer un petit peu dans la théorie. Et on va parler rapidement de spatialisation sonore. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est bien beau d'avoir des sources sonores qui produisent des sons. Un truc qui est assez important, c'est de venir les spatialiser. Alors ça, autant à l'époque, quand on n'avait que des jeux en 2D, on s'en préoccupait pas beaucoup. Quoique, même si dans les jeux de combat, par exemple, la spatialisation droite-gauche est hyper importante, même si c'est des jeux en 2D ou des jeux en vue de côté, parce que ça permet aux joueurs de situer vraiment l'autre joueur. On a des exemples assez fous de joueurs aveugles qui réussissent à être juste des grosses brutes sur Street Fighter parce qu'ils arrivent à savoir, juste avec la spatialisation droite-gauche, où se trouve leur ennemi. Et aussi, grâce aux différents sons, grâce aux fameux signes et feedback dont je vous parlais, ils réussissent à savoir quelles actions est en train de faire l'ennemi et du coup, eux, à savoir quelles actions ils doivent faire. Et du coup, la spatialisation, dès qu'on est dans un jeu en 3D, quand on est dans un monde où on peut aller un peu où on veut, et bien là, ça devient bien plus compliqué. Alors, la première question, déjà, c'est comment est-ce qu'on cible l'orientation? Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est à gauche? Est-ce que c'est en haut, en bas? Est-ce que c'est derrière moi? Alors, pour comprendre ça, il faut savoir un tout petit peu de théorie, que l'oreille humaine, pour localiser un son, elle fonctionne sur 3 paramètres. Tout d'abord, la différence de volume. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. Si vous claquez des doigts à droite ou à gauche, vous entendez le son plus fort dans votre oreille droite ou dans votre oreille gauche. Mais ce n'est pas la seule chose qui permet à votre oreille de déterminer, à votre cerveau plutôt de déterminer est-ce que le son est à droite ou à gauche. Il faut savoir aussi que quand vous faites ça, votre doigt est plus proche de votre oreille gauche que de votre oreille droite. Et vu que le son se déplace à 300 mètres par seconde en gros dans l'air à 20 degrés, du coup, le son va arriver plus rapidement à votre oreille droite qu'à votre oreille gauche. Et ça, même si c'est une toute petite latence, votre cerveau est capable de l'analyser. Et grâce à ça, il arrive à déterminer du coup est-ce que c'est bien à droite ou est-ce que c'est bien à gauche. Et après, il y a aussi une notion de filtrage. Parce que par exemple, si jamais vous faites ça, ou si jamais vous faites ça, en fait, là, dans les deux cas, mon claquement de doigts, ça a été à la même distance de mon oreille droite et de mon oreille gauche. Donc, il y a eu le même décalage de volume, il y a eu le même décalage de temps. Par contre, si je fais ça, le son vient de derrière mon oreille. Comme vous avez remarqué, autour de l'oreille, on a un truc qui s'appelle le pavillon. On a aussi notre tête, qui est un objet solide. Et du coup, tout cet ensemble a des propriétés acoustiques et va venir filtrer le son. Et du coup, grâce à tout ce filtrage très complexe que va produire votre pavillon, que produit aussi votre tête tout simplement, entre vos deux oreilles, votre cerveau est capable de déterminer quand le son vient de derrière, quand le son vient de devant, qui vient même d'en haut, d'en bas.
grâce à tous ces trois paramètres. Alors du coup, en jeu vidéo, bon là c'est la partie un peu scientifique brutale, mais on va déjà utiliser des algorithmes qui s'appellent VIBA, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est des algorithmes qui vont vous permettre de dire, ok, j'ai un son qui se situe là, bah, du coup il y a telle quantité de volume que je dois envoyer dans le haut-parleur droit et telle quantité dans le haut-parleur gauche. Voilà. Et ça, du coup, l'avantage de ces algorithmes, c'est que si vous avez chez vous un système avec un seul haut-parleur ou si vous avez un énorme home cinéma avec, en 7.1 et puis avec du Dolby Atmos avec des enceintes en haut, et bien ces algorithmes-là en fait, vont être capables, à partir du nombre de haut-parleurs, de savoir comment est-ce qu'ils doivent distribuer le signal entre chaque sortie de votre ordinateur, de votre console, pour que le son, du coup, pour vous, auditeurs, ait l'impression qu'il vienne de la bonne direction. Alors après, il y a un truc qui a commencé à vachement se développer ces dernières années. Ça s'appelle la synthèse binaurale. Alors vous avez probablement entendu parler de ça au moins une fois. Vous avez peut-être eu déjà l'occasion de tester, vous avez peut-être vu des vidéos sur YouTube, notamment Virtual Barbershop, qui est assez connu, qui reproduisent comme ça du son en binaural. En fait, le principe du binaural, c'est d'essayer de reproduire les principes dont je vous ai parlé juste avant, qu'utilise le cerveau du coup pour déterminer d'où vient un son, en plus de la simple différence de volume entre l'enceinte droite et l'enceinte gauche. Et du coup, la synthèse binaurale va utiliser des algorithmes beaucoup plus poussés pour essayer de reproduire le filtrage de l'oreille, pour essayer de reproduire la différence de l'écart de temps entre les deux oreilles. Et grâce à ça, en fait, on arrive aujourd'hui à avoir un rendu de spatialisation très très précis. Par contre, qui ne marche qu'au casque. Parce que bien entendu, si jamais, par exemple, vous venez reproduire un petit écart de temps entre l'oreille gauche et l'oreille droite, mais que vous êtes sur haut-parleur, en fait, le son de votre haut-parleur droit, il arrive aussi dans votre oreille gauche et vice-versa. Du coup, c'est pour ça que le binaural ne fonctionne principalement qu'au casque. Mais grâce à ça, par exemple, on arrive à recréer la sensation de hauteur d'un son, ce qui est juste impossible à reproduire avec des haut-parleurs juste en stéréo. Et quasiment personne n'a de système Dolby Atmos chez soi. Donc, c'est pour ça que le binaural est quelque chose de très intéressant. Et l'espèce de machine de torture que vous voyez sur mon PowerPoint, c'est une machine en fait, qui permet de capturer l'empreinte acoustique de l'oreille humaine. Alors, pour simplifier, en gros, c'est ce qu'on appelle des réponses impulsionnelles. En fait, le principe d'une réponse impulsionnelle, c'est qu'on diffuse un son dans un espace, on enregistre la façon dont le son se répartit dans l'espace. Par exemple, vous claquez des mains dans une église, vous entendez la réverbération dans l'église. Et du coup, on enregistre ça. Et puis derrière, on va réussir à extrapoler en gros l'empreinte acoustique de l'endroit. Et du coup, cette espèce de machine de torture permet en fait de placer des micros à l'intérieur de l'oreille d'un auditeur. On va jouer des sons autour de lui, là, grâce à cette espèce d'arc de cercle, et on va pouvoir voir comment son oreille réagit, et derrière, recréer l'empreinte acoustique de son oreille, quelle que soit l'orientation du son. Et ça, actuellement, c'est un peu ce qui se fait de plus poussé en termes de synthèse binaurale. C'est quelque chose qui commence à vachement se développer, et un peu tous les constructeurs commencent à s'y intéresser. Mais c'est quelque chose qui, on va dire, est encore assez balbutiement, qui reste assez complexe. Hop là, on va passer là-dessus. Alors, en deuxième point important, comment est-ce qu'on simule la distance? Est-ce que mon son est loin? Est-ce que mon son est proche? Alors là-dessus, on utilise en fait un outil qui est assez simple. C'est ce qu'on appelle des atténuations. Il y a des lois acoustiques qui disent que plus un son est loin de l'auditeur, plus son volume est bas, plus les hautes fréquences sont absorbées et plus un son est mono aussi. Par exemple, si vous êtes déjà allé à un concert, si vous êtes collé à la scène, les haut-parleurs sont super loin par rapport à vous. Ils sont très larges et du coup, vous avez ce qu'on appelle une scène sonore extrêmement large. Par contre, vous vous mettez à 1 km, tout ce que vous allez entendre, c'est un vague boom-boom qui va sembler venir d'une seule, on va dire, d'une seule source ponctuelle. Donc du coup, hop, alors si ma petite vidéo marche, là vous avez un petit exemple, une explosion. Donc je vais simuler un peu une sensation de distance. Et du coup, plus on est loin, en fait, plus l'explosion est filtrée, plus son son est diminué. Alors ça, c'est une première étape. Par contre, quelque chose qui marche mieux, c'est quand on rajoute de la réverbération avec. Alors la réverbération, c'est un effet sonore qui permet de reproduire l'acoustique d'un endroit. Et du coup, l'idée, c'est que plus un son est loin, plus on va entendre ce son réverbéré, et moins on va entendre le son d'origine, entre guillemets. Et du coup, dès qu'on rajoute un petit peu de réverb, direct notre explosion est encore plus.
Et du coup, une des dernières étapes, une fois que notre son il est placé dans l'espace, qu'il est bien atténué en fonction de la distance, bien réverbéré, c'est comment est-ce qu'on va simuler l'acoustique du son. Est-ce que le son est dans notre pièce? Dans quelle pièce déjà est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est dans une salle de bain? Est-ce qu'on est dans une église? Est-ce que le son se situe dans une autre pièce? Est-ce que le son se situe dehors? Et du coup, pour faire tout ça, on a plein de petites techniques que je vais essayer de vous présenter de façon assez simplifiée. La première, c'est l'occlusion. L'idée, c'est que toute surface absorbe une partie du son qui la traverse. Et du coup, là, moi, si j'ai mon chat qui miaule devant la porte, par exemple, ce qui est un scénario qui pourrait tout à fait arriver d'ici 2-3 minutes, et bien, du coup, le miaulement de mon chat va être en partie absorbé par la porte. Et du coup, moi, ce que je vais entendre de l'autre côté, c'est ce miaulement avec moins de volume et moins d'aigu, ce qu'on appelle l'occlusion. Ensuite, on a la propagation. Par exemple, là, si j'ai mon chat qui est derrière le mur de mon bureau, qu'il est dans l'escalier, donc en fait, techniquement, il est en face de moi, mais il y a un mur qui nous sépare. Par contre, j'ouvre la porte qui est à ma droite, ben, le son de mon chat va passer par la porte, en fait, parce que c'est le chemin entre guillemets, le plus ouvert, et va venir jusqu'à mon oreille. Et du coup, moi, j'aurais l'impression que que le son de mon chat vient de la porte, alors qu'en fait, il vient de derrière le mur. C'est juste qu'il s'est propagé et il est passé par la première ouverture qu'il a trouvée pour m'atteindre. Et ça, c'est quelque chose qu'on reproduit en jeu vidéo. Du coup, vous avez un petit schéma, mais qui explique exactement ce principe-là. C'est qu'on va venir placer une espèce de source virtuelle, en fait, une source fantôme, à une position fictive, qui n'est pas la vraie position de l'émission du son, et qui correspond à l'impression, à la position ressentie, entre guillemets, pour le joueur. Ensuite, on a alors là, ce qu'on appelle les early reflections, c'est-à-dire les réflexions du son sur les surfaces environnantes. Par exemple, vous avez déjà fait peut-être l'expérience, vous êtes en train de parler, puis d'un coup, vous passez dans un couloir et vous avez l'impression que le son de votre voix est beaucoup plus proche. Puis d'un coup, vous sortez du couloir, vous arrivez dans une grande pièce, et là, d'un coup, le son a l'air d'être beaucoup plus proche. Et en fait, ce qui cause ça, c'est que vous avez des espèces de micro-réflexions sur les surfaces aux alentours. Et pareil, votre cerveau va être capable d'analyser ça. Et en fait, si ces réflexions arrivent très proches de l'émission du son original, bah, vous savez que vous êtes dans un endroit petit, qu'il y a une surface qui est proche. Et si vous avez ces micro-réflexions qui arrivent beaucoup plus longtemps après, vous savez que vous êtes que les surfaces environnantes sont loin. Et c'est ce qui permet, par exemple, aux chauves-souris, ou même à certaines personnes aveugles, de pratiquer l'écolocalisation et de réussir à déterminer les objets, de réussir à déterminer la position approximative des surfaces environnantes, simplement grâce au rebond acoustique qui se produit sur ces surfaces. Ensuite, on a les réverbérations. J'en ai déjà un petit peu parlé. En gros, nous, l'idée, c'est que dans un jeu, on va venir associer un peu des presets de réverbération, donc d'empreintes acoustiques, sur chacun de nos endroits dans un jeu, pour leur donner chacun une empreinte qui leur soit propre, afin qu'ils soient capables de différencier une salle de bain d'une église, d'un hangar, par exemple, qui ont chacun leurs caractéristiques acoustiques propres. Et du coup, moi là, je vais un peu finir là-dessus sur la théorie scientifique. On commence en jeu vidéo à réussir à créer des choses plus complexes et par exemple des réverbérations localisées. Si j'ai ma femme qui se met à me parler depuis la salle de bain, sa voix va avoir une acoustique de salle de bain, même si moi je n'y suis pas. Par contre, sa voix va passer par la porte de la salle de bain, qui va passer par la porte de mon studio, qui va arriver jusqu'à moi. Et du coup, on commence à réussir à... En fait, ça paraît simple, mais c'est pas du tout si simple que ça à créer dans des jeux. Et du coup, pour donner encore plus de précision sur la localisation d'un son, on peut d'abord réverbérer ce son-là, donc le placer dans son acoustique d'émission, puis le passer dans des algorithmes de propagation pour enfin le faire arriver jusqu'à la position du personnage et réussir du coup à avoir à la fois l'empreinte acoustique du lieu d'émission, mais aussi sa propagation au travers des différentes ouvertures. Et enfin, maintenant, le vrai futur, alors là, je vais résumer, c'est de faire tout ça en temps réel. Parce qu'en fait, nous, dans un jeu, il faut savoir que tous ces systèmes-là, c'est des systèmes qui sont gourmands, c'est des simulations qui sont assez gourmandes. Et on commence à peine à pouvoir faire de la réverbération en temps réel, de pouvoir faire des réflexions en temps réel sur les surfaces. Et ce sont des technologies qu'on commence à utiliser et qui permettent dans les jeux, pour nous déjà de gagner du temps et qui nous permettent de gagner en réalisme sans devoir placer plein de petits trucs à la main. Parce qu'une grande contrainte qu'on a, c'est qu'on fait des jeux de plus en plus grands, de plus en plus ambitieux. Sauf qu'on ne peut pas avoir une dizaine de sound designers qui passent 3 ans à placer des reverbs à la main sur des surfaces. Et en même temps, si on va avoir du réalisme, on ne peut pas se dire non plus, OK, tout ce qui ressemble à une salle de bain, ça sonne comme ça. Du coup, on commence à avoir des algorithmes qui vont calculer l'empreinte acoustique de chacune des pièces à partir de leur modélisation, qui vont venir stocker ça et qui après, cette empreinte va être utilisée en temps réel en fonction de là où se trouve
le joueur. Hop là. Ça, du coup, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et du coup, pour finir, qu'en est-il de la musique? Parce que j'ai parlé beaucoup de son. En fait, il faut savoir qu'en musique, on utilise exactement les mêmes principes. On utilise énormément les loops, et ça, vous avez probablement dû vous en rendre compte dans un jeu. La mécanique de base, si vous êtes dans un menu, si vous êtes dans un endroit où une musique tourne, c'est que la musique va jouer en boucle. Et normalement, si cette boucle n'est pas trop mal faite, elle ne devrait pas vous déplaire. Par contre, si la boucle est toujours la même et que même si la meilleure musique du monde, si vous l'entendez toujours la même minute répétée pendant une demi-heure, ça va vous rendre fou. Du coup, c'est pour ça qu'on va aussi utiliser de la randomisation. On va découper la musique en plusieurs petits bouts et on va venir la jouer dans un ordre aléatoire de façon à ce que la structure de la musique ne soit jamais exactement la même. Mais on va aussi utiliser des conditions. Par exemple, on va se dire, OK, si le joueur est en combat, on va jouer ça. Ou alors, si le joueur est en train d'explorer le monde, on va jouer ça. Par contre, si notre joueur ou notre joueuse est en combat mais qu'il se passe ça, on va changer de partie de musique et on va balancer ça. Et ainsi de suite. Et comme ça, on va pouvoir changer la musique qu'on joue en temps réel. Et aussi, quelque chose qu'on fait, c'est du mixage interactif. On peut très bien se dire, OK, quand le joueur se rapproche d'un ennemi, on va faire monter, par exemple, une espèce de petit son désagréable qui va venir ternir l'ambiance. Et on va aussi venir donc moduler nos sons en temps réel pour faire changer tout ça. Et du coup, en fait, en musique, on utilise les mêmes mécaniques de base, donc la randomisation, la modulation, le mixage interactif, la condition. Sauf qu'on a une énorme contrainte qu'on n'a pas en sound design, c'est la synchronisation. Parce qu'en gros, si vous avez une musique qui joue, donc vous avez dans une musique, très souvent, vous avez un tempo, vous avez quelque chose qui est rythmique. Du coup, le changement de musique, il faut qu'il soit calé sur ce rythme. Sinon, le joueur ou la joueuse va entendre qu'on a changé de musique, que ce n'est pas du tout naturel. Et du coup, tout notre but, c'est de réussir à faire tous ces changements tout en gardant une grande musicalité dans le tout. Sinon, en fait, si on n'avait pas du tout cette notion de synchronisation, ça va nous donner l'impression que la musique en fait, est découpée, qu'on a un bête montage musical qui est fait sur le jeu. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est donner l'impression au joueur ou à la joueuse qu'on a une seule musique qui a été composée exactement pour sa partie, que notre compositeur a fait une œuvre magnifique juste pour sa partie à elle ou à lui, alors qu'en fait, derrière, c'est plein de petits bouts de musique qui vont s'articuler ensemble. Parfois, on va venir coller d'autres petits bouts de musique au-dessus des transitions pour rendre ça plus naturel, pour venir cacher les défauts. Et derrière, voilà, l'idée, c'est de se rapprocher en fait, le plus possible d'une musique composée à l'image via des systèmes comme ça. Voilà, voilà. Donc, c'est fini pour ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Et du coup, maintenant, je suis dispo pour répondre à toutes vos questions. Eh ben, j'espère que tu es en forme parce qu'il y en a plein. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, J'en ai vu super. certaines. Oui, il y a Clément qui était en grande forme, donc tu as 27 questions. Non, pas 27, mais presque. Du coup, déjà, la première question de Clément, tu as répondu en partie, mais on peut peut-être revenir dessus. Il se posait la question de l'origine des sons en fait, que tu utilises dans les jeux. Est-ce que tu les crées toi-même en studio à chaque fois? Est-ce qu'ils sont enregistrés en conditions réelles ou est-ce que tu as des banques de sons? Alors, ça dépend énormément. Ça va dépendre déjà de type de son. C'est qu'on peut facilement enregistrer des bruits de pas en studio. Par contre, on peut difficilement enregistrer des explosions en studio. Ça dépend aussi de notre temps, de notre budget, de plein de choses aussi, de la spécificité des sons. Du coup, assez souvent, quand même, on veut utiliser des banques sons, mais plus comme un matériel source. Disons, par exemple, si on a besoin d'une explosion dans un jeu, il est assez rare qu'on aille dans une banque son et qu'on prenne une explosion telle quelle. Souvent, on va aller prendre différents morceaux d'explosion, on va venir créer un peu notre propre son. Donc, en gros, on va partir de matériel source existant, mais on va essayer de créer notre propre son à nous, parce qu'on ne veut pas non plus que les explosions dans notre jeu ressemblent aux explosions qu'il y a dans tous les jeux ou dans n'importe quel film. Et parfois, pour des trucs très spécifiques, ou parce que la banque son n'existe pas, ou parce qu'on a envie d'un truc particulier, on va aller enregistrer nous-mêmes. Du coup, ton travail, il est double pour enchaîner sur une autre question de Clément, c'est-à-dire qu'il te demandait est-ce que ton métier consiste à créer des sons ou est-ce que c'est de les utiliser dans le jeu ou en tout cas de les programmer pour qu'ils soient utilisés correctement dans le jeu ou est-ce que c'est les deux? Est-ce que tu peux détailler un petit peu ton travail? Tout Voilà. à fait. Alors, je dirais, moi, mon travail, personnellement, c'est les deux. Et globalement, nous, en tout cas, c'est notre philosophie à Ubisoft Montpellier, c'est que globalement, on crée tous des sons, on intègre tous nos sons. Après, dans l'industrie, il peut y avoir différents profils. Il y a des gens qui vont être plus ce qu'on appelle des technical sound designers, qui vont être très axés sur l'intégration des sons et la programmation liée à cette intégration-là.
et d'autres profils qui sont plus appelés des audio artistes. Là, donc, leur but, ça va être de créer vraiment les sons sans forcément qu'ils les intègrent eux-mêmes. Après, donc ça dépend vraiment des boîtes, ça dépend des philosophies d'équipe. Alors, question encore de Clément. Quelles ont été les dernières grandes avancées technologiques, techniques et artistiques dans ton domaine? Donc, entre parenthèses, il met arrivée du numérique, logiciel spécifique qui permet des choses de dingo, une personne qui a poussé la pratique de son métier plus loin que les autres. Donc, les dernières grandes avancées. Euh, alors, je dirais que Wise, c'est ce que j'ai montré. Bon, Wise, c'est pas tout neuf, en soi, c'est à 10 ans. Et déjà, ça, c'était une sacrée avancée parce que là où avant, beaucoup de personnes allaient créer leur propre moteur audio dans leur coin, et nous-mêmes, à Ubisoft, on a créé pas mal de moteurs. Là, le fait de commencer à avoir des grandes technologies qui deviennent des standards dans l'industrie, ça permet déjà d'avoir un niveau de connaissance un peu plus commun, donc de partager beaucoup plus de best practices, de trucs entre nous. Et ça a permis surtout en fait, d'avoir un peu l'industrie qui avance en même temps, plutôt que d'avoir chacun qui avance dans son coin sur son propre moteur audio. Et donc, du coup, au travers de ce moteur audio-là et de d'autres, hein, on a vu de plus en plus de technologies arriver. Je dirais, il y a pas mal de trucs nouveaux, donc notamment, par exemple, beaucoup d'avancées en mixage interactif pour avoir un rendu hyper propre. Alors, je vois que dans les commentaires, vous êtes plusieurs à avoir cité DICE. Effectivement, DICE, c'est un très, très bon exemple. Dans leur jeu, en fait, ils ont toujours un mixage très, très dynamique. Et j'utilise plein comme ça de petits tricks. Par exemple, durant une explosion, ils vont baisser toute la musique, ils vont baisser tous les autres sons pour donner l'impression que le son est fort alors qu'en fait, il ne l'est pas. C'est juste que les autres sons sont devenus moins forts pendant ce son-là. Et ça permet comme ça de créer de la dynamique. Après, alors, une révolution, en fait, mais c'est celle-là qui est assez vieille pour le coup, c'est quand on est passé de sons synthétisés en temps réel par la console à des sons, des vrais fichiers audio en wave intégrés dans les consoles. Et ça, du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu avoir de la musique enregistrée, qu'on a pu avoir des sons de plus en plus designés. Et en fait, tout ça, pour le coup, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un truc qui évolue tout le temps, parce que plus les consoles, plus les PC avancent, plus on a de la place dédiée à l'audio. Et ça, c'est une contrainte forte qu'on a en son. Le son, ça prend de la place. Et du coup, plus les consoles sont puissantes, plus les disques sont gros. L'arrivée du Blu-ray, par exemple, nous a permis pas mal de choses. Mais plus on peut avoir de la longue musique, de la musique enregistrée en 5.1 et pas seulement en stéréo. Plus on peut avoir des fichiers de meilleure qualité qui prennent plus de place, mais on peut se le permettre. Alors, nouvelle question, est-ce que il t'arrive de réutiliser des sons? Tu disais que tu faisais des sons normalement originaux, mais est-ce qu'il t'arrive de réutiliser des sons d'un jeu à l'autre? C'est la question, Alors, c'était les presets, mais ouais, tu peux peut-être détailler si tu réutilises des morceaux de son, par exemple. ouais, alors déjà, au sein d'une même licence, on va essayer quand même d'avoir une certaine cohérence. D'une part, parce qu'on ne va pas forcément s'amuser à tout recréer à chaque fois, on ne veut pas réinventer la roue. Et aussi parce qu'il y a une notion d'identité sonore. Donc, par exemple, si on prend le son de la lame cachée d'Assassin's Creed, c'est un son que vous retrouvez pendant super longtemps. Ce son n'a pas été refait pendant des années et des années, parce que c'était un son signature qui appartenait à cette licence-là. Par contre, entre les licences, là, on évite un maximum de réutiliser des sons parce qu'on ne veut pas on veut pas, par exemple, que les épées dans For Honor sonnent comme les épées dans Assassin's Creed. On va vouloir quand même que chaque jeu ait vraiment son identité propre. Et très souvent, vu qu'on est des perfectionnistes, on va quand même chercher à améliorer les choses. Donc, il n'est pas rare qu'on reparte de l'existant, par exemple, quand on fait un nouvel opus, mais qu'on aille améliorer des choses, qu'on aille refaire des sons pour améliorer ce qu'on veut. Mais donc, ouais. Très souvent, on réutilise des choses au sein d'une même licence, mais on essaye de se démarquer toujours d'une licence à l'autre. Est-ce qu'il existe des sons que tu dois obligatoirement enregistrer et que tu ne peux pas recréer en studio? Demande aussi Clément. Des sons qu'on doit absolument enregistrer. Alors ça, je dirais que c'est nos fameux sons signature. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas faire en studio, c'est quand même assez spécifique comme cas. Je dirais qu'il y a tellement de banques sons en fait très souvent on peut trouver quand même énormément de choses dans des banques parce commence à y avoir quand même une sacrée communauté de sound designers, de gens d'enregistreurs qui vont créer plein de sons. Donc c'est vraiment le métier de créer des banques. Par contre, peut toujours y avoir des sons spécifiques où on va aller
sortir dehors et enregistrer des sons, des ambiances. Ça nous est arrivé parfois de se faire des sorties aux alentours de Montpellier pour enregistrer des sons assez spécifiques ou juste parce qu'on avait repéré un endroit où on savait qu'on aurait les sons qu'on veut. Mais voilà, encore une fois, il y a pas vraiment de recette là-dessus. Ça va dépendre vachement de ce qu'on veut, de l'originalité qu'on veut et de est-ce que quelqu'un l'a déjà fait avant nous. C'est pas difficile justement de savoir si ça a déjà été fait avant? Comment est-ce que tu peux te renseigner sur ce genre de choses? Alors, déjà, on achète énormément de banques sons. C'est que l'avantage, vu qu'on est un très grand groupe, Ubisoft, c'est qu'on a une grande communauté audio aussi à qui on peut demander des conseils. Et après, nous, ce qu'on utilise, en fait, en gros, c'est des gestionnaires de banques sons. Donc, par exemple, on utilise un logiciel qui s'appelle Soundly. Et du coup, l'idée, c'est que dans ce logiciel, on va venir rentrer un mot-clé et puis toutes nos banques sons ont été scannées et normalement, les sons sont nommés avec pas mal de conventions dans ces banques sons. Et du coup, un logiciel comme Soundly nous permet facilement de retrouver tous les sons qui correspondent à ces mots-clés-là. Du coup, c'est comme ça qu'on va explorer et très souvent qu'on va définir, OK, est-ce que dans nos banques sons, on a ce qu'il nous faut ou est-ce que il faut qu'on aille enregistrer. Et après, il y a aussi toute une partie de veille, un peu, si on peut dire, donc de surveiller les nouvelles banques sons qui sortent, d'acheter celles qui nous paraissent pertinentes. Et parfois, du coup, on va acheter tout simplement des banques exprès pour un besoin donné quand on sait que ça existe. Alors, question chiffre très précise de Clément. Combien de boucles, sons et bruitages peut contenir un gros triple A, triple A, genre Assassin's Creed Origins? C'était son exemple, pas le mien. Ok. Alors, j'ai un nombre à peu près, enfin, une ordre d'idée à peu près exact à donner. On peut extrapoler à partir de ça. Dans le dernier Assassin's Creed d'origine, de mémoire, le nombre de fichiers, rien que pour les voix, tournait aux alentours de la centaine de milliers de lignes, il me semble. Donc, on avait déjà qu'une centaine de milliers de fichiers audio juste pour les voix, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, ouais, ça peut facilement se compter en centaines de milliers si on compte facilement 2-3 heures de musique au moins. Si on compte énormément de sons de follets, plein de personnages différents, toutes les cinématiques, ouais, non, c'est vraiment énorme, quoi. Ça se compte en dizaines, en centaines de milliers de sons. Alors, une question sur le processus créatif avec ton équipe. Mm. Comment est-ce que tu travailles avec les compositeurs? Donc, coucou Christophe, si tu es toujours par là. Lorsque tu ne composes pas toi-même, pour tomber d'accord sur l'équilibre mélodie et adaptation aux situations rencontrées par le joueur. Alors là, pareil, il y a beaucoup de façons de faire. Ouais, moi, je peux parler que de ma propre expérience. Et du coup, avec Christophe, parce que c'est avec lui que j'ai travaillé ces dernières années sur BGE et sur Rayman aussi. Généralement, comment on fonctionne, c'est que moi, du coup, en tant que music designer, je vais designer les systèmes et il est pas rare que je crée ce qu'on appelle des placeholders, donc c'est-à-dire en gros de la musique bidon, toute bateau, mais qui va permettre de donner un peu la structure de la musique qu'il faut éditer. Et du coup, souvent, en fait, ça me permet déjà de donner un peu des guidelines à Christophe, de se dire, OK, il y a tel tempo, souvent on y réfléchit, on en discute ensemble. Puis après, lui part de son côté, du coup, avec toutes ces informations là en tête, il va composer. Il me renvoie des choses et moi derrière, je vais redécouper la musique en fonction de mes systèmes. Et très souvent, en fait, il y a énormément d'itérations. Donc, par exemple, un exemple assez précis, si je me dis, OK, un design assez bête, je me dis, OK, quand le joueur rentre dans un combat, je veux lancer la musique de combat. Quand il en sort, je veux que la musique s'arrête. Une grande question, c'est de se dire, OK, quand on sort de la musique, à quel moment est-ce qu'on veut en sortir? Est-ce qu'on veut sortir de suite? Est-ce qu'on veut attendre la fin du motif en cours? Est-ce qu'on veut attendre la fin de la mesure? Et du coup, tout ça, ça va influer sur la façon dont on découpe la musique, sur la façon dont on va intégrer certaines parties. Et du coup, moi, je vais faire des tests, je vais faire des allers-retours. Parfois, je vais devoir redemander des choses à Christophe qui me les renvoie. Et du coup, comme ça, petit à petit, je vais découper la musique jusqu'à avoir un système qui me convient. Donc, il y a beaucoup d'itérations, pas mal d'allers-retours entre Christophe et moi et entre la session d'édition de la musique et le moteur audio Wise et le jeu pour tester. Ok. Question toujours de Clément, qui était en forme ce soir donc. Euh, il dit j'ai vécu une session de mixage d'un film en 5.1 durant laquelle l'ingé son spatialisait le son en direct avec un joystick. Est-ce que tu utilises ce genre de méthode? Alors nous, dans un jeu, en tout cas, vu que la spatialisation est faite en temps réel, on ne va pas utiliser ce genre d'outil. Par contre, sur des cinématiques, c'est tout à fait possible. Alors nous on ne l'utilise pas. Par contre, c'est vrai que on va dire par exemple sur des gros trailers de jeux, c'est pas rare qu'on aille faire mixer les trailers dans des sociétés dédiées au mixage qui ont un auditorium de cinéma.
Et du coup, là, oui, c'est tout à fait possible qu'ils aient ce genre de matos, quoi. Par contre, nous, en jeu vidéo, directement, on l'utilise pas. Alors pour la question de Charles, après on va revenir sur le son binaural. Je ne sais pas si je vais placer une petite référence d'un jeu que j'aime beaucoup, et puis c'est un studio lyonnais, donc j'en profite, qui s'appelle Doino, qui a fait un jeu qui s'appelle le Blind Legend, tout en son binaural, sans aucune image. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, de nom, je connais, mais j'ai pas eu l'occasion de le tester. Ah, c'est très cool, ça marche très très bien. Le système, c'est bah, t'as aucune image, rien du tout, et tu contrôles en fait simplement sur ton, bah, par exemple sur ton iPhone, Mm, pour donner des coups d'épée à droite ou à gauche avec le doigt, simplement tu swipes. mm, Mais c'est entièrement son binaural, donc tu te repères comme ça en fait dans l'espace, t'es guidé par mm. ta petite fille, toi t'es aveugle, enfin bref. Si les gens ont l'occasion de jouer à ça, c'est vraiment une expérience. Donc la question de Charles par rapport au son binaural, c'était une question d'équipement. Sachant que tous les gamers n'ont pas le même type de système son à la maison, barre de son 5.1, casque, etc. Comment penser cette fameuse spatialisation sonore pour que tout le monde puisse en profiter? Alors ça, du coup, c'est le but des fameux algorithmes VBAP. Vraiment, j'ai mis un schéma là-dessus. En gros, nous, l'idée, c'est que la spatialisation sonore, elle est créée en temps réel en fonction du setup des joueurs. Par contre, alors il y a un truc on peut pas prendre en compte, c'est nous, tout ce qu'on peut savoir, c'est est-ce que le joueur est équipé en mono, en stéréo, en 5.1, en Dolby Atmos ou au casque. Par contre, si notre joueur décide de placer ces deux enceintes côte à côte ou ces deux enceintes, une parfaitement à droite, une parfaitement à gauche, il n'aura pas du tout le même rendu. Et là, malheureusement, c'est pas de notre ressort. Donc, nous, en fait, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a nous, on a des studios qui sont calibrés. Donc, on mixe de base en 5.1 et on a après ce qu'on appelle des règles de down mix qui nous permettent en fait que notre signal qui est fait en 5.1, il puisse, en gros, notre mixage fait en 5.1, ça puisse marcher en stéréo, ça puisse marcher en mono. Et nous, en fait, ce qu'on se débrouille, c'est en ayant une configuration la plus optimale possible, on part du principe que ça marchera chez la plupart des joueurs. Par contre, après, si nos joueurs ont une configuration aberrante, on n'y peut rien. Mais globalement, on va se débrouiller quand même pour que ça marche chez la plupart des gens. Et J'aime bien juste un petit truc particulier sur le binaural, c'est quelque chose qui marche qu'au casque, mais du coup, souvent, c'est une option qui est laissée à la discrétion des joueurs. C'est pas rare que dans les options son, le joueur puisse décrire quel type de système son il a. Est-ce qu'il écoute au casque? Est-ce qu'il est sur enceinte? Est-ce qu'il a un home cinéma ou un petit système? Et du coup, nous, quand même, on peut changer certains paramètres, notamment sur la dynamique des sons. Est-ce qu'on va avoir beaucoup d'écart entre les sons forts et faibles? Ou est-ce qu'on va essayer de tout ramener un peu plus sur le même plan? Donc, on peut adapter quand même certaines choses dans les options audio pour s'adapter au mieux au système du joueur ou de la joueuse. J'aime bien le terme de configuration aberrante. Ça résume pas mal la mienne, par exemple. Donc, du coup, question de Charles qui vient d'arriver. Quelle est en Mm. moyenne la proportion de sons et musique élaborés avant même de voir les scènes, séquences de jeu sur lesquelles ils vont être appliqués? Ça Euh, arrive, évidemment. alors, assez faible, pour être honnête. C'est vrai que nous, très souvent, en son et en musique, on arrive à la fin du processus. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est valable autant pour le média linéaire que pour le jeu vidéo. Par contre, c'est d'autant plus vrai pour le jeu vidéo que, en fait, nous, nos sons, on doit les designer en fonction déjà de ce sur quoi on va les intégrer, mais aussi en fonction des systèmes avec lesquels on va les intégrer. Du coup, tant qu'on n'a pas les systèmes, c'est assez compliqué de créer des sons parce que non seulement on ne sait pas à quoi ça ressemble, mais on ne sait pas comment ça va fonctionner. Par contre, il y a deux choses qu'on utilise beaucoup. C'est tout d'abord les concept art. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et nous, c'est déjà quelque chose qu'on fait avec Christophe, par exemple, c'est de lui donner des concept art du jeu et de pousser comme ça à réfléchir à des idées. Parfois, ça peut être de la vraie composition, parfois, ça peut être plus de la recherche de sonorité parce qu'on sait que visuellement, le jeu est censé ressembler à ça après. Aussi, un truc qu'on fait quand le jeu ne ressemble encore à rien du tout. Donc, par exemple, on n'a pas de modélisation, les environnements, c'est que des trucs qui sont tout blancs, avec des grilles et des carrés et des cubes dans tous les sens. Bah, nous, en fait, il y a des fois, ce qu'on va faire, c'est on va mettre des sons placeholder, donc ces fameux placeholders qu'on a. Et tout ce qu'on va se débrouiller, c'est brancher tous les sons en se disant qu'on les designera plus tard. Donc, quand on applique ce principe de façon hyper drastique, on se retrouve avec des bips dans le jeu. Après, très souvent, c'est très désagréable pour les gens, donc on met quand même des sons. Mais il n'est pas rare qu'on se dise, OK, bah là, on fait un système de bruit de pas, on met des sons de bruit de pas. Par contre, on ne sait pas encore à quoi ressemble le personnage, parce qu'on a un personnage placeholder pareil, qui n'a pas d'habit, qui n'a pas de texture, c'est juste un bonhomme. Bah, du coup, on se dit, OK, on branche tout. Par contre, plus tard dans la production, on viendra recréer des sons vraiment adaptés au truc.
Et nous, en fait, le son, très souvent, on arrive à la fin. On doit attendre que tout le monde ait fait son travail pour dire, OK, ça ressemble à ça fonctionne comme ça. Bon, ben là, maintenant, on peut faire le son par-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on peut être impliqué en amont, mais très souvent, une grosse partie du son va souvent avancer quand même en fin de production ou en fin de pré-production quand tout le reste, toutes les choses dont dépend le son est un peu plus fixé. Alors moi, je vais terminer sur une dernière question à moi. J'aime bien savoir, est-ce que tu as, par exemple, en banque sur ton ordinateur, là, un son dont tu es particulièrement fier et que tu peux nous faire écouter, que tu aurais créé? Je pense que malheureusement, non. Mince alors. Après, si je peux partager peut-être quelque T'obliges pas chose. à fouiller dans tout ton ordinateur, hein. Si t'en as pas, t'en as pas. Alors non, là, sur cet ordinateur, j'aurais clairement pas. Par contre, si je peux partager un truc sur lequel je suis particulièrement fier, Oui, vas-y, parce vas-y. qu'on va pouvoir le voir, je dirais que c'est un véhicule de The Crew 2. Par exemple, The Crew 2, c'était un challenge énorme parce que le but, c'était de se dire, OK, il faut qu'on ait un véhicule qui soit hyper satisfaisant, qui soit hyper cool à conduire pour les joueurs, quel que soit le moment. Et du coup, on en a fait beaucoup. Il y en a eu des véhicules qui étaient très bien, des véhicules qui étaient moins bien. Et alors là, je ne sais pas si tu peux. J'essaie de regarder sur YouTube pour trouver une vidéo de référence. Ah oui, ouais. Peut-être que si tu trouves le lien, je peux le partager pour que les gens aillent voir après. Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de regarder. Mais sinon, non, un son créé, là, c'est pas le bon ordinateur que j'ai à disposition, malheureusement. Ah, tant pis. J'aurais essayé. Hop, Sinon, c'est pas on grave, peut tu pas. nous, tu nous mettras le lien en dessous, qu'on aille tous Oui, je te voir. mettrai le lien dans la description. Puis The Crew 2, pareil, c'est les Lyonnais, donc ça me fait plaisir. Eh oui, aussi. J'ai pu placer 2 fois Lyon dans cette session. Bah, écoute, Raphaël, je te remercie énormément parce que moi, j'ai Merci à appris plein toi. de choses et je pense que je suis pas la seule. Donc, c'était intéressant et surtout, on sent que tu es passionné. Donc c'est passionnant à écouter. Bah, merci beaucoup. Merci Tu encore à peux- toi d'avoir organisé tout ça et merci aux personnes qui ont écouté, qui ont posé des questions. J'espère que vous avez appris deux, trois trucs au moins. Tu Et pourras aller je voir tiens les à questions. préciser une chose, le fait que le son, c'est ma petite pause vindicative, le fait que le son arrive tout le temps en fin de production, c'est pas forcément une bonne chose. Mais c'est quand même comme ça qu'on est obligé de travailler. C'est bien de mettre des revendications comme ça. C'est bien, j'espère qu'elles seront entendues. Et ben, je te dis à très vite, j'espère. Et puis À bon très vite. courage pour le confinement. Merci, merci. Bah, bon Avec courage à plaisir. tout le monde aussi. À très vite. Salut Raphaël. Salut, salut.